Léguer. Qu'est-ce qu'on lègue? Qu'est-ce qui nous est légué? Où est-ce qu'on serait sans les générations qui nous ont précédés et qui ont bâti notre monde, notre beau et ô combien imparfait monde? Moi, je vous le dis tout de suite, si à ma naissance, il avait fallu que je construise moi-même ma maison, mon école, puis un genre de société plus ou moins fonctionnelle, j'aurais pas fait long feu. C'est fou de réaliser tout ce qui existait déjà avant nous, toutes les découvertes qui ont été faites et sans lesquelles le monde tel qu'on le connaît ne serait pas ce qu'il est. Et c'est tout aussi fou de se dire qu'après notre départ, notre monde continuera de changer, d'évoluer, de se renouveler. Quand on parle de legs, souvent on pense à un testament, à un notaire, à des biens matériels, mais nos valeurs, nos croyances, nos sensibilités, nos comportements, nos connaissances font aussi partie de ce qui nous est légué et de ce que nous léguons nous aussi, jour après jour. Léguer, finalement, c'est laisser sa trace et je pense ne pas me tromper en affirmant qu'on veut tous et toutes laisser la trace la plus heureuse possible pour que le monde continue de fleurir et de rayonner, même après notre visite sur Terre. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser toucher par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mon père, c'était la 5e génération qui a habité quand même l'île aux Canots. À ce moment-là, il vivait tout seul sur l'île. Mais il reste entre tes 16 enfants et puis tu es tout seul sur une île, faut que ta mère nature te comble. Oui, il y avait une alimentation qui était exceptionnelle, il y avait du poisson frais en tout temps qu'il pouvait pêcher, il y avait du gibier en abondance, il faisait l'élevage, en fin de compte, hein, comme agriculteur aussi, les pommes de terre, les légumes. Et à ce moment-là, on allait à l'école à l'île aux Grues. Parce que les filles et les gars prenaient la chaloupe le matin, puis ils traversaient, puis ils avaient un petit pique-nique, puis ils allaient à l'école à l'île aux Grues, puis après la journée, ils revenaient. Mon père s'est installé ici, à Montmagny, en 1945. Moi, j'ai grandi dans la construction de bateaux aussi de pêche. On construisait pour le tour de la péninsule caspésienne, chalutier, crevettier, crabier, là. J'étais le plus vieux des gars chez nous. Le plus vieux, il faut qu'il suive le père, hein. C'est automatique dans ces générations-là. Puis qu'à ce moment-là, pour moi, à l'âge de 5-6 ans, je passais mes étés sur l'eau. Je voulais être capitaine, hein. Je voulais acquérir des connaissances, puis voir mon orientation pour l'avenir. Je me présente, je suis François Lachance, natif de Montmagny, et je suis à la retraite comme capitaine. À l'Institut de marine, j'ai trouvé ça assez difficile les premiers mois. Je parlais pas anglais. La majorité des marins à ce moment-là, ça se passe en anglais sur les bateaux. Et le premier cours que j'ai eu en cartographie, c'était un nommé John Godolphin, un pur anglais. Fait que je lui ai dit, je l'ai laissé fin du cours, puis je suis allé le trouver. J'ai dit, Monsieur Godolphin, je pourrais pas suivre, là. J'ai dit, j'ai pas d'anglais, puis vous avez pas parlé juste en anglais. Il est parti à rire, puis je le vois encore aujourd'hui. Prochain cours, tout en français. En 1978, me semble, ces années-là, en passant au large de Rivière-au-Nord, j'attendais Cousteau qui s'exprimait, qui voyait des baleines, puis qui avait jamais vu des spectacles comme ça, puis tout ça. J'ai dit, voyons, Cousteau qui n'a pas vu des affaires de même. Fait que là, moi, j'ai dit, je vais aller m'installer à Tadoussac, puis on va avoir des animaux en abondance à montrer aux Québécois. J'ai été quand même une dizaine d'années à développer ça là-bas, les croisières d'observation des baleines à Tadoussac. J'ai demandé à avoir une piquée pour prendre mes passagers. Il n'y avait même pas de marina comme tel. Il y avait un petit roulotte dans le cap qui était un Monsieur Gagnon. Puis j'étais le premier petit bateau passager qui arrivait pour commencer à faire des croisières d'observation de ces animaux-là. La première année, en 1978, pas beaucoup de passagers, hein? Mais là, les journalistes se couvrent ça. Ils ont dit, hey, il y a des baleines, hey, il y a le monde aime ça, puis les journalistes ont embarqué
embarqué là-dedans. Et là, j'ai parti avec 2-3 000 passagers. Puis 2 ans après, je suis rendu à 10 000 passagers. Puis là, je fournis pas. 86, 87, je pense qu'on est dépassé de 40 000 passagers puis 50 000 passagers. Il y a des petits compétiteurs qui arrivaient, des Zodiac, on va par là, mais il y avait du monde pour tout le monde. J'ai vu tourner les maisons en gîte, des garages en restaurant. Tout ça a fait développer le Saguenay. Le monde s'est mis à découvrir qu'il y avait des belugas, il y avait quand même des petits rorquals, et qu'on avait ça ici dans notre Saint-Laurent, tu sais. Le chantait marin, enfant du voyage, ton lit c'est la mer, toutes sortes de choses de même que les gens embarquaient. J'ai passé 10 ans de belle vie là. Ce qui me fait partir de Tadoussac, vraiment, c'est que je suis pas chez nous, moi. J'ai des îles dans le Saint-Laurent. Et mes îles, je les aime. Je dis mes îles, c'est parce qu'on a été tellement natifs et élevés dedans. On dit sur nos îles, c'est au Québec, ça, là. Hein? Fin d'août 89, j'ai dit, c'est fini, on revient plus à Tadoussac. Là, c'est tout un virage. Moi, je me suis retiré, fait déjà 10 ans cette année. Puis là, Jean-François, mon fils, passe son brevet de capitaine. J'avais déjà 3 capitaines dans la famille. Daniel, qui était un très bon capitaine, puis là, il est pharmacien. Mon plus jeune, Dominique, il dit « Père, on a manqué de coups. » Il dit « On aurait dû faire un 3e bateau, puis faire une pharmacie avec. » Il dit « On la regarde avec nous autres. » Fait que Dominique et Jean-François, c'est eux autres qui ont pris la relève. Ils voulaient que je reste en conseil d'administration, puis j'ai pas voulu. J'ai dit, maintenant, vous allez faire des bons coups, vous allez peut-être en faire des mauvais, mais je veux pas être là. Moi, mon cœur est toujours ici à Montmagny. Je suis élevé là, mes enfants sont élevés ici. Mes fils, c'est la 7e génération, puis on vit encore du fleuve. Mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-parents, c'est la pêche, la chasse, l'agriculture. Puis les bateaux, ça faisait le moyen de transport pour sortir de l'île ou aller se ravitailler. Tandis que mes enfants, ils emmènent des gens à découvrir un Saint-Laurent qui est encore peu connu. Puis ici à Montmagny, c'est exceptionnel. On a un archipel de 21 îles. Les petits-enfants profitent aussi de l'île, ils profitent d'aller en bateau, ils profitent d'être dans ces éléments-là de tradition. À 75 ans, c'est encore trop jeune pour arrêter. Hein? Le cœur est bon, les jambes sont bonnes, la tête est pas pire. Fait que là, faut continuer. La vie est belle. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment déficit d'attention. Donc, un jour, j'ai reçu à Noël un livre d'oiseaux. Quelqu'un avait deviné que j'avais de l'intérêt pour regarder par la fenêtre. Et donc, je me suis intéressé tout jeune à l'observation d'oiseaux. J'ai développé de l'intérêt pour l'ornithologie, mais aussi comme cette idée d'amener les gens à découvrir la nature. Mon nom est Jocelyn Landry. Je suis directeur de la bibliothèque de Montmagny. Passionné de notre région, passionné de notre histoire. Intéressant de voir qu'il y a encore cette présence de la nature sauvage tout autour de nous, puis je trouve qu'il faut en parler, il faut en être fier. Ça fait partie de notre histoire puis des particularités de chez nous. On déploie beaucoup d'activités à la bibliothèque pour faire découvrir et en même temps un peu injecter de la fierté dans le bras de nos gens. La chasse à la sauvagine, qui est une tradition encore aujourd'hui qui est enseignée, donc qui fait partie de notre patrimoine immatériel. Il y avait des traditions autochtones qui étaient enseignées, donc comment attirer l'oiseau avec de faux oiseaux en bois, des appelants qu'on appelle. À l'époque des années 60, on pouvait avoir un morceau de plywood coupé avec la silhouette d'un canard, mais depuis, les oiseaux se sont adaptés. Je vais vous donner un exemple. Si votre camionnette est stationnée dans le champ, pas si loin d'où vous chassez, à vol d'oiseaux, les oiseaux vont voir qu'il se trame quelque chose de louche cette journée-là. Ils vont dénoter aussi si les appelants sont mal placés. Donc, on doit reproduire vraiment les petits groupes d'oiseaux, donc les couples ensemble pour la vie, les familles de 4 ou 5. Donc, c'est tout un art. Riopelle est un personnage qui a définitivement habité le territoire. Il s'est installé à l'île aux Oies, il a eu son atelier, il a même tenté de passer un hiver dans un bâtiment, pas d'eau, pas d'électricité.
Il a fait la chasse à la sauvagine. Donc, il a mangé des oiseaux sauvages, il les a chassés, puis il l'a intégré quelque part dans son œuvre. Il a utilisé, exemple, la carcasse des oiseaux pour en faire des pochoirs qu'il plaçait directement sur la toile. Et puis, avec ses bombes à aérosol, à la fin de sa vie, il utilisait cette technique de pochoir pour aller chercher la nature, la représenter comme lui, il la voyait. Il y a une anecdote assez intéressante où un jour, il devait traverser en plein hiver une de ses grandes toiles qui allait être exposée. Ce qui était assez inusité, c'est qu'on l'a traversé en hiver sur les glaces. Donc, ce sont des canotiers de l'île aux grues, un canot à glace qui ont transporté son œuvre. Imaginez Riopelle à Cap-Saint-Ignace avec sa voiture en train de flasher les lumières pour indiquer aux canotiers où débarquer. Cette année, c'est le 100e anniversaire de Jean-Paul Riopelle, puis on veut le célébrer. Donc, avec les enfants, on va avoir des bouchons de liège, on va avoir des plumes. Ici, on peut deviner un épi de blé d'Inde. Tout ça pour dire que dans ces objets qu'il utilisait pour le pochoir, avec les jeunes, on peut travailler à la manière de Riopelle. On a cette chance de faire découvrir aux jeunes une partie de notre identité locale dans le regard d'un grand maître. Si j'avais une chose que je pouvais léguer à mes enfants, c'est de garder l'œil ouvert, d'être capable de voir et d'apprécier finalement. Moi, les premiers mots que mes enfants ont appris, c'est beau. Donc, de regarder par la fenêtre puis de dire c'est beau. Profiter de ces beautés de la nature qui sont gratuites, un peu comme Riopelle avec ses couchers de soleil. S'il n'en manquait pas un le soir, ben, c'est un peu ça qu'on fait chez nous. On est contemplatif, on n'en manque pas non plus des couchers de soleil, on prend le temps d'en profiter. Si je vous dis le mot « léguer », qu'est-ce que ça vous évoque? Donner à quelqu'un d'autre? Oui? Généralement à la descendance, à la famille. Moi, je suis musicien et compositeur. Donc, j'essaie le plus possible de transmettre à mes enfants l'amour de la musique, l'amour de la différence, l'amour de la couleur, parce que la musique, c'est de la couleur, c'est la vie. Léguer à mes enfants, ouais. Tout ça, léguer un héritage. Qu'est-ce qui est important pour vous de léguer? Est-ce qu'il y a des choses... De l'argent, puis ouais. Ce qui va lui rendre service, ce que j'ai pas eu, ce que je suis capable de lui donner, je vais le faire. Je collectionnais des cartes de hockey, mais avec mes deux garçons. Puis, ils aimaient beaucoup avoir des cartes de hockey. Ils achetaient et ils échangeaient. On allait dans des shows de cartes. Avec le temps, les gars, ils ont ramassé des Wayne Gretzky recrues, une Jacques Plante recrue, une Gardéard recrue, des Bobby Orr. C'était fantastique. Puis c'est des cartes avec le temps qui ont pris de la valeur. Et on a appris à collectionner comme ça, puis on avait une belle relation père-fils. De ce point de vue-là. Puis on s'est aperçu avec le temps, on est rendu avec une petite mine d'or. Fait que je me suis aperçu que année après année après année, je me suis ramassé avec beaucoup de belles choses que j'aime beaucoup garder. Je m'appelle Serge Tremblay. J'aime la vie sur différents aspects. Que ce soit les arts, le sport, dans beaucoup de domaines. Mais donner au suivant, c'est peut-être ce qui m'interpelle le plus. Peut-être aussi parce que je suis taureau, un signe de terre. Peut-être aussi parce que je suis serpent, un signe de terre. J'aime beaucoup cumuler des choses, ramasser des belles affaires, être fier de ces choses-là. Puis mon défaut, ben, j'ai toujours de la misère à m'en départir. Je l'ai appelé le bunker parce que béton, 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 béton. Puis j'ai collectionné des pièces qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Vous ne voyez pas à Québec, vous ne voyez pas à Montréal. Vous n'avez pas tout ce que j'ai ici. Beaucoup de choses, que ce soit de Bob et Hall, Maurice Richard, des cartes de Guy Lafleur, des chandails autographiés de Gardey Hall, des groupes aussi, comme des Beatles, même les cheveux de John Lennon, que j'ai pu ramasser à quelque part, une chemise de Jean Béliveau, Hélène Béliveau, qui me transmet la dernière chemise que son père a portée. Ça, c'est peut-être la pièce la plus inusitée que j'ai, mais j'en ai tellement d'autres, là. Un reel de Al Capone, un ballon signé par Tom Hanks, un ballon signé par Tom Brady ou un ballon de basketball par Michael Jordan. Des fois, je peux passer une demi-journée facile dans toutes mes affaires. Je regarde ça. Oui, comme c'est beau ça. T'as l'affaire de... Ah. Je trouve ça fabuleux. Je cumulais aussi des Jean-Paul Lemieux à l'art et style. Je cumulais aussi des Marc-Aurèle Fortin, mais je revenais toujours aux automatismes.
Puis là, quand j'ai cumulé toutes ces belles choses-là, à un moment donné, je me suis dit, ça va aller à mes petits-enfants. J'en ai 7, peut-être une 8e qui s'en vient, qui vont pouvoir en bénéficier. Mais qu'est-ce que des petits-enfants dans cette jungle-là? Qu'est-ce qu'ils feraient d'un riopelle? Puis à un moment donné, de savoir où l'entreposer, à quelle température l'entreposer, y a-t-il de l'eau qui va couler? Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Ça fait que là, j'étais en train de reformuler comment que je vais le léguer. Je me suis aperçu que c'était peut-être pas une brillante idée, là. J'ai une formation en génie civil. Ils ont me chercher pour être chef d'exploitation de centrale hydroélectrique. J'ai adoré ça. J'ai aimé faire ce travail-là, exigeant, mais beaucoup, c'était 7 jours par semaine. J'ai pris ma retraite il y a 10 ans. J'aime beaucoup toucher à tout. Beaucoup. Moi, me reposer le soir, je vais faire un sudoku de diabolique, extrême diabolique. Ça, c'est me reposer le cerveau. Puis ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais on dirait que je vois les chiffres. J'adore les chiffres. Je vois les chiffres. Je les vois. Un fait marquant, quand j'étais jeune, j'ai eu 4 petits ours. 4 printemps d'affilée, un petit tour par printemps d'affilée, des petits ours. Dans le village, j'étais, puis c'était le jeu de Granby qui me rachetait année après année. Donc, moi, mon animal préféré, c'est les ours. C'est aussi simple que ça. J'essaie de dire ça sans rire. Mais des petits ours, pour moi, je trouve ça fabuleux. Les vidéos de petits ours qu'on voit qui traversent le chemin, là, moi, ça me fascine. J'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup tout ce qu'elle me procure. J'aime beaucoup toutes les variétés. Certains vont dire, plus t'es polyvalent, moins t'es spécialiste en rien. Ça fait que j'aime beaucoup l'actualité, la politique, j'aime beaucoup la géographie, l'histoire. N'écoutez jamais un film avec moi. Parce que, mettons qu'on voit une ville américaine, je vais vous dire quelle ville que c'est. Puis si je la connais pas, je vais arrêter le film, puis je vais étudier jusqu'au temps que je connaisse le film. La ville, que je connaisse ça. Je peux dessiner une carte des États-Unis. 50 villes marquées sur les États-Unis. Dans la carte, vont être bien placées. Les capitales européennes. J'adore ça. Il faut toujours que j'y aille toujours plus loin qu'un autre. Ça peut être fatigant pour les autres. Quand mon garçon a tombé malade, cancer du cerveau, on a quitté la région pendant 2 ans. Puis un combat qu'on a perdu. C'est un homme extraordinaire, OK? Un gars de 6 pieds 5, un coup de patin extraordinaire. C'est un gars fascinant, c'est un gars loyal, c'est le gars le plus honnête que j'ai vu dans ma vie. Depuis le départ de Patrice, la terre est moins riche, mais le ciel vient de s'enrichir. C'était vraiment difficile. Je sortais pas, je voulais rien faire. Il n'était pas question que je retourne travailler. Plusieurs me disaient « Serge, t'as perdu tes points de repère. » Ouais, c'était pendant quelques années, à mon chalet, je sortais même pas le ponton, je sortais rien. Pendant quelques années, il y a du monde qui sont arrivés qui ont dit « Non, on va se rencontrer sur le lac, on va jouer de la musique, on va avoir du fun. » Puis c'est revenu. Je me suis laissé aller. J'ai dit oui, je m'en vais là-dedans. J'ai eu un dur coup, mais je me relève. Il n'est pas question que je m'écrase là. Puis à l'heure actuelle, je suis content de m'être relevé. Il y a un lampion qui brûle chez nous, jour après jour après jour après jour. Il était temps au bout de 5 jours, je le réallume depuis 9 ans et demi. C'est mon fils Patrice. Fait qu'avec la chaîne qui m'a été transmise, c'est peut-être l'objet dans tout ce que j'ai qui me fait le plus plaisir. C'est des choses que j'ai vraiment à cœur. De mon vivant, j'ai aidé beaucoup de monde. Des fois, là, il y avait des madames qui avaient de la misère à nous payer son loyer, 2 mois de retard. Je l'ai pas amené à l'arrivée du loyer. J'étais allé à l'épicerie, faire une épicerie pour remplir son frigo. Ça me représente, ça. J'ai beaucoup de choses, après mon départ, qui vont aller à des personnes que j'aime. Ce que j'ai envie de faire, de donner, de transmettre, de laisser des choses, de laisser des legs à ceux que j'aime. La vie m'a gâté, puis j'aime ça aussi des fois gâter autour de moi.